Bonjour, alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Jérôme Palazzolo, qui est docteur, un psychiatre français connu et qui est spécialisé en psychopharmacologie et en thérapie cognitivo-comportementale. Donc, merci beaucoup, Jérôme, d'avoir accepté mon invitation à cette nouvelle interview. Eh bien, avec plaisir, bonjour. Ouais, aujourd'hui, on va parler justement de comment accompagner un proche qui souffre de bipolarité. Voilà, c'est important, je pense, de parler de ce sujet parce que personnellement, en cabinet, il m'arrive souvent d'avoir des proches qui ont des personnes autour d'eux, que ce soit des conjoints, que ce soit les frères, les sœurs, ou un parent. Et effectivement, on se rend compte que ça peut impacter, c'est pas toujours facile à vivre. Et aujourd'hui, voilà, tu vas pouvoir nous donner des conseils et répondre justement à mes questions sur ces précieux conseils sur comment faire dans ces situations qui ne sont pas toujours faciles. Donc, Jérôme, il a également écrit pas mal de livres, notamment Je me libère de mes phobies, sur l'anxiété, Stop à l'anxiété notamment, sur la dépression. Et le dernier, dont tu vas nous parler, hein, sur les TCC. Donc, je te laisse dire quelques mots sur ton dernier livre. Eh bien, le dernier qui sort normalement dans un mois, la mi-août, va s'appeler L'essentiel des TCC. C'est aux éditions Hermann. Et en fait, c'est sous forme de questions-réponses. On aborde justement les thérapies cognitivo-comportementales, ce qu'elles sont, ce qu'elles ne sont pas, les indications, les contre-indications, les différentes formes de ces thérapies. Et entre autres, on va aborder également la problématique de la prise en charge des troubles bipolaires, puisque on va en parler. Dans le cas des troubles bipolaires, les TCC sont une excellente indication. Super, ok, je te remercie beaucoup. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la bipolarité, bien sûr, en quelques mots, si tu as des chiffres, et qu'est-ce que c'est cette maladie? Alors, en fait, on parle de troubles bipolaires parce que dans l'humeur, dans le moral, on a deux pôles, le pôle haut et le pôle bas. Et tous autant que nous sommes, on se situe entre les deux. On a des périodes où on est un peu plus speed, des périodes où on est un peu plus triste. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que parfois, dans certaines revues, sur certains sites, on dit « Ah oui, mais on est tous bipolaires ». Absolument pas, c'est pas vrai du tout. Quand on parle de trouble bipolaire, c'est une réelle maladie, c'est-à-dire qu'en fait, ces deux pôles sont dépassés. C'est-à-dire quand ça monte trop haut, dans le cas de la maladie bipolaire, du trouble bipolaire, avec ce qu'on appelle des épisodes maniaques, c'est-à-dire vraiment de phases d'excitation complètement désadaptée, c'est-à-dire la personne, elle est dans une exaltation énorme, elle est pleine de projets, elle a envie de faire plein de choses, mais qu'elle ne mène pas à terme. Souvent, ça part dans tous les sens. Il peut y avoir une désinhibition, que ce soit une désinhibition émotionnelle avec une certaine irritabilité, voire une désinhibition sexuelle. Il peut y avoir des achats inconsidérés, des troubles du sommeil, la personne qui a énormément de mal à dormir, mais qui n'est pas fatiguée, et souvent une certaine dangerosité. Est-ce que c'est justement une maladie sont souvent liées des addictions? Tu parlais Alors, de troubles on compulsifs, peut d'achat retrouver dans le compulsif. cadre des épisodes maniaques, justement, une certaine conduite addictive et surtout des conduites à risque. C'est-à-dire la personne qui va conduire sur l'autoroute à 300 à l'heure sans ceinture, enfin des choses de cet ordre-là. Et parfois, effectivement, des consommations de toxiques qui visent à aller encore plus haut. Donc, c'est problématique. Et dans le cas des accès maniaques, on peut même retrouver des symptômes psychotiques associés, c'est-à-dire des éléments délirants, c'est-à-dire la personne qui entend des voix, qui imagine des choses, qui se prend pour quelqu'un d'autre, etc., etc. Ça, c'est des phases de grande excitation. Après, on peut avoir des phases de moindre excitation, ce qu'on appelle des épisodes hypomaniaques. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui ne va pas délirer, il n'y a pas de symptômes psychotiques dans les épisodes hypomaniaques. Et très clairement, ça va illustrer les choses. Je ne sais pas si tu as déjà vu des films de Louis de Funès. Ouais. Et voilà, Louis de Funès, dans ses films, c'est typiquement l'épisode hypomaniaque. Voilà, quand il s'énerve, il va dans tous les sens, etc. Voilà, ça, c'est typique. Donc ça, c'est des phases d'excitation. Et puis, le pôle bas est également touché et dépassé par des phases dépressives.
qui peuvent être de plus ou moins grande intensité et parfois associés également à des symptômes psychotiques avec des éléments délirants qui ont des thématiques plutôt de mal-être, de culpabilité, etc., etc. Alors, on peut dire deux mots des différents types de troubles bipolaires. Il y a un trouble bipolaire qu'on appelle de type 1, qui en fait reprend ce qu'on appelait avant la psychose maniaco-dépressive. Et donc, ce trouble bipolaire de type 1 se caractérise par la présence d'au moins un épisode maniaque et éventuellement d'épisodes dépressifs. Mais il faut savoir que la simple survenue d'un épisode maniaque signe le trouble bipolaire de type 1. Ensuite, il existe les troubles bipolaires de type 2. Le trouble bipolaire de type 2, c'est au minimum un épisode hypomaniaque et des épisodes dépressifs qui peuvent être récurrents. Ensuite, il peut y avoir un trouble bipolaire de type 3. C'est quelqu'un qui fait des épisodes dépressifs récurrents et sous traitement antidépresseur, il va faire un virage maniaque. Voilà, ça c'est les principaux troubles de. Mais c'est important de faire la distinction parce que les traitements seront différents. Bien sûr, j'imagine. Et on comprend, quand je t'écoute, on comprend mieux pourquoi c'est si difficile au niveau du diagnostic, hein, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose, j'imagine, en un an rendez-vous où vous, docteur, voilà, il vous faut envisager vraiment une situation dans sa globalité, dans le temps, pour mettre un mot sur ce dont souffre la personne finalement, non ? Alors, tout dépend, c'est-à-dire que si on a quelqu'un qui se présente à la consultation en accès maniaque ou en accès hypomaniaque, le diagnostic, entre guillemets, est facile à faire. Là où ça pose problème, c'est souvent sur les troubles bipolaires de type 2. Ce sont des personnes qui vont consulter pour des épisodes dépressifs récurrents et qui se sont fait traiter pour des épisodes dépressifs 1, 2, 3, 4, 5. Et concrètement, il est très important de leur poser les questions, de savoir si elles n'ont pas présenté auparavant des épisodes d'hyperexcitation. Il y a une étude qui avait été faite par l'Association américaine de psychiatrie il y a quelques années déjà, qui a prouvé qu'entre le premier épisode dépressif et le moment où le diagnostic de trouble bipolaire de type 2 est fait, il s'écoule en moyenne 9 ans. Donc, voilà, c'est très important de reprendre l'historique de la personne, de voir un peu ce qu'il en est, d'interroger aussi les proches, éventuellement d'interroger par rapport à la famille, parce que souvent, on a vu que dans la bipolarité, il y avait une fragilité familiale, une fragilité génétique. Ce n'est pas une maladie génétique, mais il y a une vulnérabilité génétique et on s'aperçoit que souvent, chez les ascendants directs, on retrouve des troubles de l'humeur. C'est pas rare. D'accord. Ok, mais merci beaucoup pour toutes ces précisions. On comprend bien, enfin en tout cas, pour ma part, j'ai bien compris que ce n'est pas une instabilité ou une variation de l'humeur, c'est vraiment beaucoup plus avec quelque chose de pathologique où on est bien au-delà des fluctuations qu'on connaît, comme tu dis, pour beaucoup d'entre nous. À partir de quel âge ça se manifeste, justement ces troubles ? Alors en général, c'est plutôt chez l'adulte jeune. Donc souvent, on voit un peu des fluctuations d'humeur à partir de l'adolescence. En général, c'est entre 20 et 30 ans, hein, la période où la maladie se déclare. Faut pas oublier aussi la notion de durée. C'est-à-dire que là encore, pour les personnes qui écoutent le podcast, il faut savoir que c'est pas parce qu'un jour elles sont énervées ou excitées que ça y est, elles sont bipolaires. Hein. C'est-à-dire, on parle d'accès maniaque si ça dure dans plus d'une semaine, d'accès hypomaniaque si ça dure pendant plus de 4 jours, ou d'épisode dépressif si ça dure pendant plus de 15 jours d'affilée, tous les jours, avec une intensité qui est importante. Et tout cela en l'absence de maladies physiques. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui va souffrir d'une hypothyroïdie ou d'une hyperthyroïdie peut tout à fait déclencher des symptômes équivalents à des dépressions ou à des accès hypomaniaques. Quelqu'un, par exemple, qui a consommé des toxiques aussi, si tu rencontres quelqu'un qui a consommé de la cocaïne, tu as l'impression que la personne, elle est hypomaniaque, alors qu'en fait, c'est lié aux toxiques. Hein. Et je mets de côté l'aspect culturel, parce que moi, étant du Sud, par rapport à un Suisse, je fais un peu hypomaniaque. Mais ça, c'est autre chose. D'accord, c'est ça. Ok. Il faut aussi voir au niveau de la localisation. Tu parlais tout à l'heure justement
que parfois, il y a ces accès psychotiques et il peut y avoir des hallucinations, ce genre de choses. Justement, par rapport à l'entourage, comment l'entourage peut réagir face à ça? Parce que j'imagine que ça doit être déstabilisant pour l'entourage. Est-ce qu'on laisse la personne dans un délire? Est-ce qu'on essaye de la ramener? Donc, qu'est-ce que tu nous conseilles par rapport à ça? Alors, c'est vrai que c'est des problématiques assez difficiles, c'est-à-dire lorsque il y a des symptômes psychotiques, en particulier dans l'accès maniaque, on ne peut pas ramener la personne à la réalité. C'est-à-dire que la personne, elle est dans son monde, elle est dans son interprétation, qu'elle entende des choses qui n'existent pas, qu'elle voit des choses qui n'existent pas, qu'elle interprète des choses qui n'existent pas. Dire à la personne, mais enfin, tu as pété un câble, c'est toi qui interprètes des choses, la personne n'est pas apte à l'entendre. Il y a un terme médical qui s'appelle l'anosognosie, c'est-à-dire qu'il y a le A privatif, noso, c'est la maladie, et gnosie, c'est la connaissance. C'est-à-dire que l'anosognosie, ça veut simplement dire que la personne n'est pas consciente qu'elle est malade. C'est-à-dire que tu vas avoir quelqu'un qui, par exemple, va entendre des voix, on va être 50 personnes à lui dire, mais enfin, tu es fou, tu entends des voix, et bien la personne va dire non, c'est parce que vous n'êtes pas équipé pour entendre les voix. Oui. Moi, je suis équipé pour l'entendre. Donc, raisonner la personne, ça ne va pas servir à grand-chose. Ce qui importe surtout pour les proches, ben, c'est qu'eux soient bien informés de la possibilité de cette problématique, de la survenue de symptômes psychotiques, et à ce moment-là, que les proches puissent intervenir non pas directement par rapport à la personne, mais à ce moment-là, prévenir l'équipe soignante, le psychiatre qui s'occupe de la personne, ou carrément appeler le 15 si vraiment il y a un problème. D'accord, parce que la survenue de ces épisodes, c'est plutôt quelque chose d'alarmant, soit l'arrêt d'un traitement. Tu disais tout à l'heure, comme d'une certaine manière, pas toutes les personnes qui en souffrent sont conscientes qu'elles en souffrent, c'est d'où la difficulté d'accompagner. Et puis, il peut arriver aussi l'arrêt des traitements, qui est complexe parce qu'il y a une stabilisation. Et puis, donc, dans ce moment-là, quand on sent que la personne rentre dans un accès psychotique, c'est à l'entourage justement de dire « Ouh là là, il y a quelque chose qui ne va pas là ». C'est ça, ça peut être un signe, une alerte. Bien sûr, bien sûr. Alors, en général, il est rare que ça survienne du jour au lendemain. C'est-à-dire que la personne qui arrête le traitement va monter en quelques jours ou quelques semaines. Donc, il est rare que on voit la personne directement avec les symptômes psychotiques dans le cas d'un trouble bipolaire. Mais voilà, pour quelqu'un qui vit seul ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui peut arriver. Après, tu as abordé un point qui est très important dans la bipolarité. Il faut savoir que le trouble bipolaire, de toutes les maladies qui existent, que ce soit des maladies physiques ou psychiques, c'est le trouble où l'observance médicamenteuse est la moins bonne. Parce que ce sont des traitements qui sont à prendre sur le long cours, et en particulier le trouble bipolaire de type 1, c'est un traitement à prendre à vie. Et le problème, c'est que, et on s'inclut nous tout à fait dedans, c'est-à-dire qu'en gros, globalement, quand il y a un sujet à qui on donne un traitement et que le patient va mieux sous traitement, ben à un moment donné, il va se dire « je suis guéri ». Alors qu'en fait, il faut qu'il se dise l'inverse, c'est-à-dire qu'il se dise « je suis bien grâce au traitement ». Mais le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait ce qu'on se dit. Et à partir du moment où on se dit « je suis mieux », eh ben, j'arrête le traitement. Et puis, c'est des traitements qui peuvent être problématiques parce que c'est une prise par jour, parfois 2 prises par jour. Certains régulateurs d'humeur, ce sont des gros comprimés qu'il faut avaler, qu'il ne faut pas casser. On ne va pas se raconter d'histoire. C'est gonflant de prendre un traitement tous les jours. Mais à un moment donné, quand on voit le rapport bénéfice-risque, ben, c'est important de vraiment s'inscrire dans la dynamique. Et souvent, ben, il faut compter 1 rechute, 2 rechutes, peut-être 5 ou 6 rechutes avant que la personne vraiment se rende compte ben, de la nécessité du traitement et de la nécessité d'une prise continue. Alors justement, tu parlais tout à l'heure des thérapies cognitivo-comportementales qui aident beaucoup. Est-ce que justement, de parler à la personne de ses émotions, de parler de son vécu, de son ressenti, et toi, comment tu travailles ça avec la thérapie cognitivo-comportementale et comment la famille peut s'inspirer, enfin peut prendre des petites choses pour les aider par rapport à ça?
Alors, déjà, il y a un point qui concerne les thérapies cognitivo-comportementales, mais toutes les thérapies en général, c'est qu'il faut savoir qu'on ne propose pas une thérapie en période aiguë. C'est-à-dire que si la personne, elle est en accès maniaque ou en accès dépressif majeur, elle n'est pas accessible à la thérapie. Les thérapies cognitivo-comportementales vont agir une fois que la personne est relativement stabilisée avec le traitement et vont lui permettre en fait d'agir sur les différents points qui peuvent poser problème. Premier point, on va beaucoup insister en TCC, thérapie cognitivo-comportementale, sur la psychoéducation. C'est-à-dire que l'objectif avéré des TCC, c'est de faire que la personne devienne son autothérapeute, c'est-à-dire qu'elle soit capable de se gérer elle-même. Donc, on va expliquer un petit peu les risques de la maladie, les origines de la maladie, comment reconnaître ce qu'on appelle les prodromes. Les prodromes, c'est ce qui vient avant les symptômes. On prend un exemple qui n'a rien à voir avec la psy, mais par exemple, si aujourd'hui, quand j'avale, j'ai un peu mal à la gorge, mais je vais très bien, je sais que dans 4 jours, je vais avoir 2 pamplemousses ici et j'aurai 40 de température. Et c'est un peu ça aussi au niveau psychologique, c'est-à-dire de voir des personnes qui ont du mal peut-être à s'endormir, qui sont plus irritables, qui ont plus la larme à l'œil. Après, c'est à la personne à repérer ce des petits signes, en fait, précurseurs et de son état actuel, comme une conscience de son corps. Ok. Donc, en fait, c'est tout ce qu'on appelle la psychoéducation, c'est-à-dire qu'on fait du patient un expert de sa maladie. Ce qu'il est au départ d'ailleurs. Mais là, on essaye de formaliser un petit peu les choses. Une fois que le patient connaît bien la maladie, il y a un deuxième type d'approche qui va être de l'aider à gérer ses émotions. Parce que la bipolarité est intimement associée à une problématique émotionnelle. Mais j'aurais tendance à dire, comme toutes les pathologies psy, on est toujours sur ce modèle, stress, vulnérabilité. Plus le stress est augmenté, plus on est vulnérable par rapport à la pathologie. Donc, dans ce cas-là, on va l'aider à gérer ses émotions, à travailler ça. Alors, ça peut aller de simples techniques respiratoires à des techniques de relaxation un petit peu plus élaborées, voire à des techniques de méditation, de pleine conscience, etc. Et une fois que tout ça a été mis en place, après, on peut mettre en œuvre aussi des sessions de groupe. Alors, c'est pas toujours évident à organiser, en particulier en libéral, mais ça peut se faire à l'hôpital, justement par rapport à des modules explicatifs au niveau de la pathologie, au niveau de la gestion aussi des symptômes. C'est-à-dire que si vous sentez que vous commencez à pas être bien, quoi faire ? On peut proposer carrément une checklist, de dire je vérifie que j'ai bien pris le traitement, je vérifie mon hygiène de vie, parce que c'est très important, les rythmes de sommeil, les rythmes alimentaires, ce qu'on fait dans la journée, etc. Si ça va pas, j'appelle mon médecin, à quel numéro, etc. Ça peut sembler basique, mais la personne qui commence à être excitée, elle va commencer à zapper les choses, et c'est bien de se référer à une checklist. Donc voilà, on va essentiellement travailler autour de ces points en thérapie cognitive. Créer des réflexes, en fait. Ok. Complètement. Ouais. Et il y a quelque chose donc qui est compliqué aussi quand on est proche, quand justement on sent la personne qui se met en danger ou qui peut mettre en danger l'entourage parce que voilà, elle a des hallucinations. Ou à quel moment la famille ou les proches justement doivent décider d'une hospitalisation et comment ça se passe, parce que c'est un point un petit peu sensible tout ça. C'est toujours très difficile pour la famille qui dit voilà, j'ai vraiment peur pour lui, pour elle, et en même temps, j'ai cette culpabilité de prendre cette décision. Comment tu peux, tu vois, comment on peut cerner le moment où vraiment, voilà, c'est important, la personne ne va pas bien, et là, on se dit, il faut qu'elle se fasse accompagner en hospitalisation, et comment on peut aider les familles à déculpabiliser par rapport à ça? Bien sûr. Alors, en fait, tu as donné la définition, c'est-à-dire qu'on va faire appel à une hospitalisation sous contrainte à partir du moment où la personne se met en danger ou met en danger les autres, ou peut être un danger potentiel pour les autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hospitalisation à la demande d'un tiers, qui porte d'ailleurs très mal son nom, parce que les familles souvent culpabilisent en disant « j'ai demandé l'hospitalisation pour mon fils, pour ma fille ou pour mes parents ». En fait, la famille n'est pas responsable de l'hospitalisation. Il faut savoir qu'on leur demande de signer un document comme quoi ils sont
d'accord pour l'hospitalisation, mais c'est avant tout une décision médicale. Je veux dire, demain, je veux faire hospitaliser mon frère ou ma belle-sœur, je ne peux pas comme ça décider, moi, tout seul, de son hospitalisation. Oui, les médecins, s'il n'y a pas de raison, les médecins ne vont pas le garder. Donc, exactement. Et finalement, la décision finale reste à l'hôpital qui va évaluer la situation. Complètement. C'est-à-dire que déjà, il y a un premier certificat qui est fait par un médecin qui va constater la chose. Ça peut être le médecin de famille, ça peut être le médecin des pompiers, ça peut être le médecin du SAMU, etc. Ensuite, il y a un deuxième certificat qui est fait généralement aux urgences par un autre médecin. Ensuite, il y a un autre certificat qui est fait 48 heures plus tard. Ensuite, un certificat qui est fait 15 jours plus tard. Et ensuite, tous les mois, un certificat qui est fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui est hospitalisé contre son gré, c'est quelqu'un qui le nécessite. On ne peut pas dire, tiens, je vais décider comme ça de faire hospitaliser quelqu'un. C'est que vraiment, sa santé le nécessite. Donc, surtout, au niveau de famille, l'objectif, c'est de déculpabiliser par rapport à une hospitalisation sous contrainte, sachant que l'hospitalisation sous contrainte, c'est vraiment pour aider la personne, pour la sauver. Hein. Oui, pour la sortir de là où elle est, quoi. Enfin, de cette situation très douloureuse. Ok. Qu'est-ce que, par rapport aux proches, hein, qui justement souffrent aussi des fois de voir leur sœur, leur fils qui souffrent de cette maladie, est-ce que tu conseilles, toi, de si besoin, aller en parler aussi et de eux aussi se faire accompagner? Ah, c'est un peu la base, c'est-à-dire qu'en tant que proche de quelqu'un qui souffre d'une pathologie chronique, alors que ce soit psychique ou pas d'ailleurs, hein, mais la base, c'est aussi de se faire aider, c'est-à-dire de surtout pas porter les choses seul. Donc le but, c'est pas nécessairement d'aller voir un médecin psychiatre, encore que on peut très bien être dépressif quand on a quelqu'un qui est pas bien à côté. Donc, dans ce cas-là, il faut traiter la pathologie. Mais parfois, un psychologue, un sophrologue, un relaxologue, enfin, voir quelqu'un qui puisse donner des clés et aider la personne à gérer ses émotions, parce que c'est énormément d'émotions. Et pour utiliser un terme à la mode, c'est une charge mentale majeure. C'est ça, ouais. Quand je t'écoute, ce que je trouve très intéressant, en tout cas, c'est que tu parles de cette approche et c'est comme si, en fait, il fallait la meilleure solution, finalement, c'était peut-être d'anticiper en alimentant une bonne hygiène de vie, en étant en amont, c'est-à-dire qu'en n'attendant pas que ça aille mal, mais que finalement, la personne, elle devienne un peu maître de sa maladie en étant justement à l'affût d'un petit signe qui ne serait pas OK ou voilà, et même l'entourage, ça peut aider de dire bon, bah là, il y a ça, est-ce que ça va d'être un petit peu vigilant à ça, au moindre petit signe, comme tu dis, de comment je me sens, comment émotionnellement je suis, comment est-ce que mon traitement ça va, et c'est un petit peu d'être là-dedans et d'aller aussi par la méditation, par des choses qui sont bénéfiques, du sport, tout ça, d'aller travailler, en fait, c'est comme si on travaillait en amont finalement le bien-être pour le futur. C'est ça, si je comprends bien. C'est un peu une hygiène de vie à avoir. Mais complètement. Et c'est l'objectif, c'est-à-dire d'essayer de faire que on ne traite pas quand la personne va mal, mais qu'on essaye de favoriser que la personne aille bien. Donc, comme on disait, c'est une hygiène de vie globale. C'est se lever à une certaine heure, se coucher à une certaine heure, des activités sportives, le fait de voir du monde, d'avoir des échanges sociaux, d'avoir une activité. Si c'est une activité professionnelle, très bien. Et si c'est pas une activité professionnelle, une activité en association, une activité sportive en club, enfin quelque chose qui développe le réseau social. Et ce qui est très important aussi, alors là, c'est plus du côté du praticien, c'est d'impliquer les proches là-dedans et de voir avec les proches la bonne distance. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus que les proches soient intrusifs, à dire toutes les 5 minutes à la personne, si elle est énervée, ah mais tu n'as pas pris ton traitement, prends ton traitement, appelle le docteur, ou si elle est triste, oulala, mais ça va pas bien. Je veux dire, c'est normal d'être triste, c'est normal d'être énervé, c'est normal d'être en colère dans certaines circonstances, et c'est pas pour ça qu'on est en train de décompenser la bipolarité. Et ça, c'est important que la personne le sache, parce que j'ai eu des patients, moi, qui ont regardé Titanic et qui m'ont appelé après le film en disant
je rechute, je suis dépressif. J'ai dit, ben non, vous pleurez à la fin du film, c'est normal, ça veut dire que vous êtes adapté. Ou des parents qui disent, mais voilà, mon fils, il est toujours énervé, c'est pas normal, il est en train de décompenser, alors qu'en fait, leur gamin, il a 20-25 ans et les parents, ils rentraient dans sa chambre comme ça, sans toquer, sans rien. Donc, il y a une dynamique à mettre en œuvre. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de psychoéducation, d'information, et on n'est jamais à court d'informations à donner aux patients et à leurs proches par rapport à la maladie, par rapport à la gestion de la maladie au sens large. C'est très important. Oui, puisque dans ce que tu dis, ça relève quelque chose d'important, d'où l'importance aussi pour les proches de gérer leurs propres peurs, leurs propres colère, enfin voilà, parce que effectivement, de ne pas être dans une hypervigilance qui serait néfaste et qui pourrait se communiquer à une personne qui finalement va bien et qui a juste des émotions qui sont totalement saines et adaptées, effectivement. Ça. Bien sûr. D'où l'intérêt aussi, comme on disait, d'informer les proches. Voilà. Aujourd'hui, un trouble bipolaire, s'il y a un diagnostic de trouble bipolaire qui est fait, c'est absolument pas quelque chose de catastrophique. Bon, il vaut mieux ne pas en avoir, ça je suis d'accord, mais c'est comme tout. Mais globalement, s'il y a un diagnostic qui est posé, on met en place un traitement et quelqu'un sous traitement bien conduit, avec un entourage présent, avec une gestion du stress adaptée, etc., peut avoir une vie tout à fait normale, peut tout à fait travailler. Et je vous assure qu'on croise tous des personnes qui souffrent de troubles bipolaires tous les jours sans le savoir. Oui, je pense que c'est important ce que tu soulèves, parce que c'est vrai que c'est un petit peu un mot qui s'est vulgarisé ou quand on ne connaît pas la maladie, ça peut faire très peur. Et de savoir que ça se stabilise, ça se soigne très bien, que c'est qu'une question finalement de prise en charge, d'hygiène de vie, ça paraît finalement pas si grave, quoi, dans le sens où il y a des solutions. Il y a des solutions. Voilà, il y a des solutions. Ça reste une maladie chronique, ça reste une maladie qui peut être problématique, déficitaire, etc. Mais globalement, il y a des solutions. Voilà, c'est ça qui est très important. Est-ce que tu aurais des associations à nous conseiller avant de terminer, des noms d'associations pour la bipolarité peut-être, pour les proches qui des fois se sentent un petit peu démunis ou qui auraient des questions? Alors oui, il existe des associations. Alors, je vous invite à voir en région, vous renseigner au niveau régional, hein, s'il y a des associations qui se font. Par exemple, sur Nice, il y a une association qui s'appelle le Phare des Deux Pôles, qui fait un gros travail d'information, qui fait des réunions, qui invite souvent des praticiens à travailler avec eux. Donc, c'est assez intéressant. Au niveau national, il y a l'UNAFAM, hein, l'Union nationale des amis et familles de personnes qui souffrent de troubles mentaux. Voilà, il y a différentes associations. N'hésitez pas à vous renseigner, à regarder un petit peu autour de chez vous. En général, il est rare qu'il n'y ait pas une grande ville universitaire où il n'y a pas une association locale ou en tout cas régionale de patients ou de proches de personnes qui souffrent de troubles bipolaires. Et ça vaut vraiment le coup de les contacter et d'échanger, parce que toujours pareil, en parler, c'est déjà thérapeutique, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme, pour tout ça. C'était juste passionnant. Je pense que ça va aider pas mal de personnes, en tout cas, sur déjà tout ce que tu as dit sur l'explication de la maladie et puis tous tes précieux conseils. Je te souhaite une excellente journée. Puis merci à tous de nous avoir suivis. Un grand merci et à bientôt. À bientôt.